I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad. Kasata, pour la troisième fois, on revient vers vous. On l'a dit, cette semaine, ça va être inoubliable, j'ai envie de dire, pour le MMA français. L'une des plus grosses cartes de MMA sur le sol français, en tout cas avec nos meilleurs représentants. Comment vas-tu, Aldric? Salut Mika, bonsoir et bonjour à tous. Et vraiment super content de parler de cette carte du Bellator parce que ça fait bien longtemps, et France ou pas France, que j'ai pas été hypé, autant hypé par une carte de cette organisation. Mais c'est vrai, la carte, elle est incroyable. On va revenir dessus. Donc, comme on l'avait promis, on revient sur 3 combats qu'on a sélectionnés. Évidemment, on aura un petit mot pour tous les Français qui combattent sur la carte. Derrière, même si ce n'est pas l'événement majeur de cette semaine et donc du coup qui va passer un peu inaperçu, on fait quand même un petit zoom sur le RS15 et on a sélectionné 2-3 combats qui devraient vous intéresser. N'oubliez pas, ce n'est pas le même soir. Les 2 événements se tiennent à Paris. Il y en a un, c'est jeudi, l'autre, c'est vendredi. Donc, vous pouvez assister aux 2 événements. N'hésitez pas, si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Voilà, franchement, ça va être un beau spectacle. Et les Français ont besoin de vous, peu importe la carte sur laquelle ils seront, mais il faut mettre de l'ambiance. Malheureusement, AB n'a pas pu être avec nous ce soir, mais c'est en partie de ma faute parce qu'on n'a pas pu tourner l'épisode hier car j'étais en week-end. Et ce soir, AB fait le cutting de Ibrahimane et Asia Miri qui combattront lors du RS15. Et donc, du coup, il ne peut pas assister avec nous ce soir. Donc, c'est un peu de ma faute. Et big up à AB. Et on commence tout de suite par le Bellator 296, donc celui qui se déroule à Bercy ce vendredi 12 mai. Et donc, dans les 3 combats qu'on a sélectionnés, je vais laisser la parole à Aldric pour le combat qu'il a sélectionné et on va débrief tout de suite sur le combat sélectionné par Aldric. Alors, moi j'ai pris Saul Rogers contre Davy Gallon. J'ai pas sélectionné le main event pour des raisons qu'on expliquera un petit peu après, parce que j'avais envie de donner notre main event du cœur à nous, c'était Barnaoui, on va en parler aussi tout à l'heure, mais je trouvais intéressant, j'aime beaucoup le parcours de Davy, qui a quand même bien enchaîné depuis ces 2-3 dernières années, même si on parle peu de lui. Je trouve que ce qu'il fait, c'est très solide, c'est pas juste une performance, une super performance par-ci par-là. Et Saul Rogers, depuis le The Ultimate Fighter, où on ne sait pas pourquoi il n'avait pas signé à l'UFC, parce qu'il a fait quand même d'excellentes performances, on sait que ça reste un très solide représentant du SBG Manchester, et qui a un énorme gap pour la division. Je pense que ça va être un très gros combat avec une nouvelle opposition pour Davy très intéressante. Ouais, bah écoute, voilà, combat qui me hype aussi de dingue. Je pense que c'est l'un des Français qui a le plus gros défi à relever sur la carte en termes de niveau. J'ai d'ailleurs pas très bien compris le choix du Bellator pour ce combat parce que Davy Gallon en fait avait perdu son dernier combat de manière très serrée face à l'Italien. C'est ce que tu dis, ouais. C'était franchement serré. Il y a eu, pour moi, je pense, un problème d'incompréhension sur les nouvelles règles. Beaucoup trop de catch control sans dommage. Et ça lui a valu la victoire à Davy Gallon, peut-être avec un petit arbitrage maison, mais c'est difficile à dire puisque le Bellator, c'est quand même, c'est une organisation internationale. Donc voilà, je ne sais pas trop expliquer. Mais là, Davy Gallon, ensuite, face à cette défaite, on lui propose Saul Rogers. C'est quand même pas un cadeau. Saul Rogers qui s'est incliné dernièrement face à Tim Wild, que je connais bien aussi. Et sur une split Face à, pardon, tu me dis? Non, je te dis sur une split, hein, c'était serré contre Tim Wild. Hein. Ouais, mais je connais bien l'animal Tim Wild pour le coup. Il a fait tomber les meilleurs Français, il a fait tomber Amin Ayoub, il a fait tomber Dizzy, il a fait tomber Yves Landu et il m'a fait tomber, donc je le connais plutôt bien. J'ai perdu contre lui la décision. C'est quelqu'un qui a un bon pied-point, qui bouge beaucoup, etc. Et il a réussi à faire déjouer Saul Rogers. Donc, c'est vous dire le niveau de Saul Rogers. Je sais qu'il est solide, mais voilà, je pense que Davy Gallon va devoir faire un combat un peu dans ce style, justement. Et ça va nécessiter qu'il reprenne beaucoup ses bases. Parce que pour l'instant, en fait, Davy Gallon, c'est quand même un karatéka qui fait beaucoup de in-out et qui a tendance à accepter trop facilement les phases de clinch et de corps à corps parce qu'il se sent à l'aise, parce qu'il n'est pas en danger, parce qu'il a un bon sol. Et donc, du coup, il va devoir là se faire mal, je pense, et mieux gérer cette distance et accepter de boxer en in-out face à Saul Rogers. Sinon, ça risque d'être compliqué pour lui.
Voilà mon analyse basique, on va dire. Non, non, mais entièrement d'accord avec toi. Saul Rogers, pour moi, c'est un des plus gros lightweight qu'on a en Europe. Il est vraiment, il est volumineux, il est costaud, il s'en sert bien maintenant, il a du métier, parce que je crois qu'il doit être à 33 ou 34 ans, si je ne dis pas de sottises. Et je trouve, moi, en plus, il est dangereux depuis ces dernières années parce qu'il fait vraiment son jeu. Il cherche pas à se réinventer, il cherche pas à aller faire des choses qu'il sait pas faire. Donc, on peut déjà écrire qu'il va frapper fort sur une frappe et travailler sur le clinch pour mettre Davy sur le dos ou en tout cas en position contre la cage, en position dominante. Et, euh, et ça va être un combat très physique, je pense. Moi, je vois ça d'un point de vue technico-tactique très compliqué parce que il va cut cage, il va essayer de coller au maximum et il va mettre une grosse épreuve d'effort contre Davy, mais qui a réussi à bien s'en sortir sur ses dernières prestations. Donc, à voir si, je pense que je suis même persuadé que ça a bien bossé l'aspect technico-tactique. Comme tu le dis, les déplacements, il sait bien faire et c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de Français, je trouve, qui sont capables de rentrer, sortir et de savoir gérer une distance sur 15 minutes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce combat. Je suis très hypé. Vraiment, c'est un combat pour moi qui a peu été mis en avant. Je crois que j'ai regardé la conférence de presse tout à l'heure. Il n'y a ni Saul ni Davy qui ont été mis en avant pendant cette conf, mais alors que c'est un affrontement, en tout cas, moi, qui me donne envie de regarder l'event en entier juste pour ça. Après, je ne sais pas si ce n'est pas une volonté de la part de Davy Gallon aussi d'être discret. Je sais que nous, on lui a proposé justement de faire un podcast un peu pour vendre le combat. Même Thibaut Gouti, on lui avait proposé, mais en fait, je ne les ai pas sentis hyper chauds pour le faire. Et donc, du coup, je n'ai pas préféré. J'ai l'impression qu'ils acceptent pas parce que c'était moi qui leur demandais, alors que c'était plutôt l'inverse. Je voulais au contraire qu'ils vendent leur combat parce que autant Yves Landu, il sait bien le faire, autant Mansour, il n'a pas besoin de le vendre tellement il a attendu. Greg Barrett-Ben, voilà, c'est des gens qui sont discrets, que ce soit Baben, Thibaut Gouti, Davy Gallon, c'est ce qui se fait de mieux en France et c'est des gens qui sont hyper discrets et c'est un peu dommage parce que vraiment, je pense que ce week-end, il y a quelque chose quand même qui se passe en France et c'est pas rien, ils sont sur une affiche de ouf et Davy Gallon, c'est un bon combattant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment quelqu'un qui pour moi, a le côté martial, c'est-à-dire qu'il va dans les combats et c'est peut-être ce qu'il perd des fois, c'est qu'il accepte un peu trop toutes les dimensions en se disant vas-y, on va à la guerre, je suis là pour combattre, je suis là pour bagarrer, je suis là pour gagner. Sauf qu'à un certain niveau, il faut rajouter un peu de tactique et je dirais, d'intelligence de combat. Et c'est peut-être là où il cloche Davy. C'est peut-être l'endroit où il est le moins à l'aise, c'est de gérer ses combats, de le gérer intelligemment et d'aller gagner les rounds. L'erreur qu'il peut faire sur ce combat et qui pourrait lui coûter cher, c'est de sous-estimer ou du moins d'aller jouer au sol avec Saul Rogers. Parce que sincèrement, c'est un poison au sol, Saul Rogers. On n'a pas l'impression comme ça, mais j'ai l'impression que c'est une enclume. J'ai l'impression qu'il est hyper stable et qu'il a un grand endpoint dévastateur. Et en général, c'est ça qui l'amène sur les soumissions. C'est même pas tant son niveau au sol, c'est que c'est vraiment un user au sol. Et je pense que Davy Gallon, voilà, faut vraiment qu'il respecte cette distance, même si on le sait, encore une fois, c'est quelqu'un qui sait bagarrer dans toutes les dimensions. J'insiste là-dessus. La clé pour lui, ça sera, comme tu le dis, la gestion de distance. Et de manière générale, dans le haut niveau, ce qui différencie un très bon combattant d'un combattant qui va aller performer à très haut niveau, c'est la gestion de distance. Et c'est là Entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. J'ajouterais un tout petit peu. Je pense que si tu le plonges un peu en eau trouble, Saul, il doit tellement cutter, il est tellement volumineux. Je pense qu'à partir de la 8e, 9e minute de combat, ça doit commencer quand même à être compliqué pour lui s'il domine pas. S'il domine pas et qu'il n'imprègne pas son rythme à lui, je pense qu'il y a un truc à faire sur la deuxième partie de combat. Ouais, surtout que Davy, on le sait, hein, il est un peu plus petit, 1m73, donc il cut un peu moins, c'est un point un peu facile. Et surtout, Davy, c'est quelqu'un qui a un gros cardio et qui, dans tous ses combats, sait mettre du volume sur 3x5. Donc, tu as raison, c'est peut-être l'une des clés, en tout cas, sur ce combat. C'est peut-être ce qui va faire que Davy va s'imposer. On ne fait pas de pronostics, on l'a pas dit. Enfin, les pronostics, c'est forcément team Davy Gallon sur ce combat. Comme ça sera team Mansour sur le combat. Et après, sur le combat, là, je viens au combat que j'ai sélectionné. Moi, c'est un combat français. Donc, c'est Adjouj contre Sassou. Pareil, même si je pense fortement que l'un des deux va s'imposer, je vais éviter de faire, je prends pas parti, mais on va exposer qui est plutôt favori et les compétences de chacun. Donc moi, le combat que j'ai sélectionné, en fait, c'est un combat qui va se retrouver en début de carte, bizarrement, dans les prélims. C'est Azael Adjouj
contre Georges Sassou. Azael Adjouch, qui est pour moi le combattant français, qui est l'un des plus prometteurs de notre génération en France. On a de la chance de l'avoir. Je le cite souvent au même titre que Axel Sola. Voilà, c'est pour moi des pépites. C'est des tueurs à gages. Et Azael, aujourd'hui, bah, il vient affronter Sassou, un peu moins connu, mais qui a déjà combattu au Bellator. Sassou qui s'entraîne en Ile-de-France, qui est discret. C'est son deuxième combat au Bellator. C'est son troisième combat, je crois, en cage ou quatrième en cage. C'est pas quelqu'un qui a une grosse expérience en MMA. C'est quelqu'un qui a fait pas mal de pancrace. C'est clairement pas le favori sur ce combat. Après, Sassou, c'est quelqu'un qui a un pied-point extrêmement solide. Il se déplace bien, il est mobile du buste, il n'est pas raide. Donc, c'est quelqu'un qui va savoir gérer du moins les distances de striking. Mais en face de lui, attention à Azael. Azael, c'est un pur striker, c'est un gars qui sait tout faire. Il a eu le plus gros test en carrière lors de son dernier combat au Bellator contre Liam McCracken et il a montré qu'il avait du cœur. Il s'est imposé dans une guerre qui était difficile et c'est le combat dont on avait besoin pour savoir si Azael allait pouvoir passer à une étape. Et moi, c'est ce qui me fait croire aujourd'hui que Azael peut aller très loin parce que je sais qu'il a les ressources pour rebondir et je le sais capable d'aller chercher des très très hautes performances. Il s'entraîne au SBG en Irlande depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a évolué dans une famille de combattants. C'est quelqu'un qui connaît les arts martiaux depuis qu'il est tout petit. Il est juste majestueux quand il combat. Vous le verrez, il est classieux, il est propre. Donc, ouais, c'est vraiment un artiste en termes de combat. Vraiment, je vous invite à regarder ce combat parce que c'est deux bons athlètes français qu'on a et dont un qui, je pense, ira très, très loin dans le futur. Voilà, je te laisse la parole, Aldric. Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que moi, je vais m'excuser un peu auprès de Georges Sassou parce que c'est un Français que j'ai découvert, moi, il n'y a pas très très longtemps, pour être honnête. Je l'ai découvert quand il a pris Ilias Boulaïd, où il perd par split décision. Effectivement, comme tu l'as dit, un garçon que je connaissais pas, mais qui est solide. Attends, c'est vieux, hein, il a des combats de pancrace où il a pris Sami Yaya, si je ne dis pas de bêtises. Donc, malgré ses 25 ans, c'est quand même un prospect français qui a de la bouteille, que j'ai trouvé pas mal du tout quand j'ai découvert au Bellator 270, je crois. Très solide, un excellent physique. Et c'est vrai que j'ai pas vu ses autres combats. Je sais donc qu'il a beaucoup combattu en pancrace avant et que je me connais beaucoup mieux Azael, puisque Azael, moi je suis monté dans le train en 2018 quand j'ai eu la chance de l'avoir aux IMAF pour les premiers championnats d'Europe auxquels il a participé en junior. Et le talent, c'est une chose, on le sait, toi et moi, tu as des gens talentueux, et c'était déjà un gamin talentueux en 2018. Moi, ce que je vois avec les années, parce qu'effectivement, il s'entraîne au SBG, mais il passe assez souvent à Nice, nous faire coucou, s'entraîner avec Axel et venir un petit peu s'entraîner avec nous. Et il y a toujours de la progression qui se voit. Il est demandeur de conseils, il est demandeur d'axes de progression, d'axes de travail. Il a bossé son cache control et son sol de façon exceptionnelle ces 5-6 dernières années. Et aujourd'hui, c'est difficile vraiment de faire face à Azael parce qu'il est grand pour la KT. C'est un technicien, mais qui sait frapper fort. Il frappe très fort, il sait faire la guerre, il sait prendre les coups. Il est pour moi aujourd'hui aussi fort en anglaise qu'avec ses kicks. Et c'est pas pour rien que, fut un temps, on lui demandait de croiser les gants avec des Connors et d'autres d'excellents strikers du SBG. C'est que c'est vraiment un mec très, très, très solide et c'est même pas des défauts, qui avait les défauts de ses qualités. Qu'en 2018, il avait du mal sur les séquences de lutte, cache contrôle, puisque c'était quelque chose de nouveau pour lui. Il avait même pas 18 ans. Et aujourd'hui, il sait où mettre les mains. Il est physique. Les progrès qu'il a fait, c'est également dans la préparation physique. Il s'est étoffé, il s'est musclé. Et ouais, je suis content que le Bellator l'ait mis sur une carte française, parce que d'habitude, il est sur les cartes irlandaises compte tenu de son équipe. Mais j'espère que le public français va le découvrir et va monter dans le train avec nous, parce que je pense que tu y es aussi, pour soutenir ce prospect, parce que c'est vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd. Voilà, après, évidemment, Sassou aussi, on vous invite vraiment à le suivre. Bien sûr. C'est quelqu'un qui est prometteur, mais clairement, Azael, moi, c'est quelqu'un qui depuis longtemps m'a convaincu qu'il était bon, et de manière générale, à chaque fois parce qu'il vient parfois en Ile-de-France et il fait des sparring, et il y a toujours des bons retours.
Et beaucoup de gens me disent, ouais, il a quelque chose. Notamment Arnaud Templier qui me disait que ce gars-là avait quelque chose. Et en général, il sait reconnaître, quoi. Arnaud, je sais qu'il a quand même l'œil et on partageait ce constat. Donc, on vous invite à suivre ce combat. On fait un petit point sur les autres Français qui combattent sur la carte, évidemment. On a une autre opposition française, c'est Bourama Camara de la FFA qui combattra contre Romain Desbiennes. Donc, on vous invite à les suivre. C'est Bourama, je crois que ça sera son 3e combat ou 4e peut-être, mais au Bellator, je ne sais plus. 3e. C'est le 3e, voilà. Il combattra Romain Desbiennes de la team Voirin. Donc, ça sera aussi une opposition en plus Île-de-France, on va dire, entre la team Voirin et la team de Mathieu Nicourt. On a le retour de Fabakary Diatta qui revient, qui lui aussi fera son 3e combat au Bellator, 4e combat au Bellator. Et lui, il aura fait les 3 paris. Franchement, il est bien le petit Fabakary. Fabakary qui avait fait toute sa carrière en pancrace et qui fait partie de la Hatch Academy, donc qui est coaché par Hatch et par comment Arnaud aussi alors. Arnaud, voilà, exactement. Et qui, en fait, a progressé en même temps que Saladin Parnasse. Donc, on en parle moins parce qu'évidemment, Saladin performe plus. Mais je pense qu'ils ont commencé le MMA au même âge. Et force est de constater que les techniques d'entraînement payent bien puisque Fabakary est un excellent combattant et on a hâte de le voir s'illustrer face à l'Espagnol. Enfin, je te laisse faire les présentations de Yves Landu face à Piotr Niedzielski. Oui, je sais que Piotr, c'est un entre guillemets, alors attention, hein, il a 17,5, c'est un prospect européen tout à fait respectable, mais c'est un combat de remplacement puisque l'adversaire initial de Yves s'est blessé, si je ne dis pas de bêtises. Piotr, moi, je l'ai déjà vu parce qu'il a déjà été au Bellator, notamment contre Pedro Carvalho. Donc, attention, très solide, moi, ce combat, je l'ai vu. Pedro Carvalho, c'était un solide prospect du Bellator qu'il a… Alors, certes, c'était un combat très serré puisque Piotr s'est imposé sur une split et c'est un combat qui aurait pu aller dans les deux sens. Mais ouais, prospect très, très solide qui enchaîne… qui combat beaucoup ces 4-5 dernières années, qui fait entre 2 et 3 combats par an. Donc, solide, gros ratio de KO, 30% de win par KO et 35% par soumission. Donc, c'est quand même… ils n'ont pas fait un cadeau. Moi, personnellement, je pense que Yves n'a pas gagné au change. Cela étant, Yves Landu, c'est Yves Landu, garçon très complet, hyper physique. Vraiment hâte de voir. Et c'est un combat… Je me suis posé la question, moi, de le sélectionner, très sincèrement, mais compte tenu de ce qu'avait proposé Davy, j'ai choisi Davy qui me semblait intéressant de mettre en avant, mais j'étais pas loin de te dire, bah, viens, on décortique un peu ce combat, parce que je pense que ça va être une très très solide opposition, et je pense que Piotr Niedzielski est peut-être plus solide et plus dangereux pour Yves que l'était l'adversaire initial. Bah, largement plus dangereux. Après, il ne faut pas oublier en plus que Yves, c'est quand même son 2e combat seulement à 66 kilos. À 66, ouais, très juste. Ouais, il a fait toute sa carrière à 70. Il descend pour la 2e fois à 66, pardon. Avant, il combattait à 70. Et c'est vrai que pour ce 2e combat, la marche entre l'adversaire initial, c'était un Brésilien, Estabili, et le Polonais, il y a une grosse marche entre les deux. Franchement, c'est pas le même niveau. Maintenant, je sais que Yves, il est capable. Yves, il a déjà affronté des mecs meilleurs. Mais c'est clairement, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il n'a pas gagné au change. Mais ça le fera monter dans les rankings plus rapidement. Ensuite, on a Thibaut Gouti face à Kane Moussa. Donc, Kane Moussa, on le connaît pour ceux qui suivent un peu, parce qu'il avait affronté notamment Davy Gallon, et Davy Gallon l'avait ouvert lourdement et s'était imposé par décision. Donc, ça va être un bon combat pour Gouti. Gouti qui a connu le plus haut niveau et depuis longtemps. C'est quelqu'un qui parcourt le monde, qui est très connu. Il a fait de l'UFC, le Bellator. La particularité de Davy, c'est que de Thibaut, c'est que c'est un putain de guerrier et lui, il s'en fout. Lui, son but, c'est de gagner et de faire la guerre. Il y a pas d'autre. Lui, son but, c'est de faire la guerre et de gagner. Et ce combat aussi, moi, je voulais le sélectionner parce que vous pouvez être sûr que il y aura du spectacle. J'ai jamais vu un combat de Thibaut Gouti ennuyant. Vraiment, surtout que Kane Moussa, à mon avis, ça va se rentrer. Je pense que ça peut être un potentiel banger ce combat parce que je pense que ça va se rentrer dedans, hein, très sincèrement. Ouais, moi, je le vois comme un putain de banger. En tout cas, c'est l'un des combats qui m'excite le plus.
Après, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment faire un clin d'œil à la jeunesse qui arrive, et notamment Sassu et Azael, et c'est pour ça que j'ai sélectionné ce combat. Mais si je devais en sélectionner un, moi, ça aurait été Thibaut Gouti et Moussa. Vraiment parce que je peux vous assurer qu'il va y avoir du sport. Et Thibaut Gouti, c'est quelqu'un, c'est un guerrier dans l'âme. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'en fait, c'est vraiment le combattant type qui s'en bat les reins des paillettes, qui est juste là pour combattre, prendre son chèque évidemment parce qu'il est payé pour ça, et rentrer chez lui s'entraîner, quoi. C'est pas un mec qui se la raconte, c'est pas un mec qui parle pour rien. C'est un mec qui vient, il fait son job et il rentre chez lui. Et big respect pour ça. Parce que beaucoup Ouais, trop de puis, personnes qui ont un niveau moins bien que lui, qui sont alors forcément plus connus puisqu'ils passent plus de temps sur les réseaux. Mais je vous dis, il mérite à être connu, Thibaut, pour ses qualités de combattant, parce que c'est vraiment un bon combattant. ouais, rien à rajouter, si ce n'est que je sais de sources sûres que Thibaut s'est bien préparé, il a fait une bonne prépa complète et qu'il va donner le meilleur de lui-même vendredi soir, ça c'est une certitude. Alors, on a bien vu aussi que Grégory Baben ne combattra pas sur la carte. Voilà, j'ai pas la raison. Le combat a été annulé contre Kyle Stewart. Je peux pas vous dire pourquoi. Et un autre Français que je suis désolé, c'est Kevin Petty qui affrontera Sarvajan Khamidov, je ne sais pas comment prononcer. Invaincu, Khamidov 14-0. Il a déjà une victoire au Bellator. Sinon, le reste, c'était plutôt l'UAE Warrior, mais le vrai UAE Warrior, pas des UAE Warrior Africa ou Arabia. C'est donc les UAE Warriors les plus durs en termes de level. Il s'était imposé 2 fois face à des mecs d'expérience. Ça va être un combat difficile pour Kevin Petty. J'ai hâte de revoir Kevin Petty à haut niveau. Il est resté trop longtemps sur la touche, selon moi, trop longtemps à essayer de construire sa carrière. Et du coup, il a fait beaucoup trop de pancrasse. Je pense qu'il a passé trop de temps de sa carrière à essayer de se construire. Et là, ça sera un vrai test pour lui. Et j'espère de tout mon cœur qu'il va réussir à trouver les ressources pour aller chercher cette victoire. Mais c'est clairement pas le favori, en tout cas, dans ce combat. Mais voilà, il faut être derrière lui, justement. Il faut qu'on soit le public, il faut qu'on soit le deuxième homme pour ce combat, pour que Kevin aille arracher cette victoire. Alors, moi, Sarvajan Khamidov, je le connais un petit peu parce que si tu regardes son tableau, il devait prendre Xavier Alaoui, à Warrior, peu de temps après que Xavier ait perdu sa ceinture de champion là-bas. Et c'est très solide, vraiment. Là, il s'est imposé en anglaise sur une frappe au foie, enfin ses débuts au Bellator, sur une frappe au foie, pardon. Sur ses débuts au Bellator, c'est solide en lutte, c'est invaincu. Ouais, je connais pas les plateformes de Kevin parce qu'on est quand même loin, même si on est français tous les deux. Moi, je suis tout en bas et lui, il est tout en haut, de région parisienne au sud de la France. Cela étant, c'est un solide test avec un adversaire très compliqué. Donc, pareil, ça peut faire un énorme combat, ça. Bah voilà, après la crainte que j'ai pour Kevin, moi, c'est qu'il souffre réellement d'expérience dans les règles du MMA, quoi. En termes de MMA, ses dernières sorties, elles n'ont pas été convaincantes parce qu'on lui a pas mis d'opposition. On est parti chercher des mecs qui avaient des palmarès comme 30-20, 19-25. Alors oui, ça permet de construire le palmarès, mais ça va être compliqué. C'est pour ça que j'ai du mal aussi à savoir, à vraiment jauger le niveau de Kevin. Est-ce qu'il a vraiment progressé ou est-ce que ça a été facile pour lui parce que il a eu des adversaires qui étaient en dessous de lui. En tout cas, la politique de management a payé parce qu'aujourd'hui, il se retrouve sur le plateau. Maintenant, est-ce que justement ce type de management n'a pas ses limites et justement, on aura la réponse. Mais voilà, on est tout cœur avec lui, en tout cas, encore une fois, je le dis vraiment, et on fera le débrief de manière très sérieuse dimanche. Mais ça va être un combat difficile et j'espère en tout cas qu'il va s'imposer. En tout cas, s'il s'impose, c'est très très fort parce que c'est un prospect très suivi. Moi, je l'ai vraiment étudié et on savait que c'était avec Christophe Midou qui avait étudié cet adversaire avec moi, que c'était un adversaire très très compliqué pour Xavier Alaoui. Parce que vraiment, tu verras, c'est complet. Hein. C'est vraiment complet. Ça boxe, ça lutte, c'est bon dans le timing, ça faiblit pas. J'aime bien le style et je pense que ça va faire une très très belle opposition. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte. Et encore une fois, je vous le dis, hein, et là, on n'a même pas parlé du main event. Enfin, du main event, je suis en fou. Du co-main event. De notre main event. Ouais, de notre main event. Mais c'est pour vous dire que la carte, elle est ouf. Franchement, je vous le dis, on n'a même pas parlé des combats internationaux. Il y aura Tim Wild sur cette carte, on vous en parlait. Tim Wild, c'est un combattant anglais qui est très fort, qui combattra contre un Américain. On a d'autres combattants, bon, on ne revient pas dessus, mais
je vous assure, écoutez, moi sur parole, Aldric, je pense qu'il pense la même chose. Si Ah ouais. vous avez un peu d'argent, allez donner de votre voix, allez encourager les Français et allez voir ce que c'est que le haut niveau. C'est pas loin d'être ce que l'UFC nous a proposé. Vraiment, il y a du haut niveau sur cette carte, ça va être Ouais. ouf. Ouais, parce que même, il y a Douglas Lima en Coco Main Event, c'est quand même. Ah, mais c'est incroyable. On n'en parle même pas. On parle même pas de C'est ça. Douglas Lima face On à l'a même. Martinez. Et Douglas Lima, c'est pour moi, je vous dis, à un moment donné, je le voyais comme étant forcément le. C'est pour ceux qui connaissent pas forcément c'est celui qui avait battu Michael Page et qui ensuite a perdu sur une décision partagée que je trouve difficile. Et c'est celui qui a perdu aussi sur décision face à Amosov et peut-être celui qui avait donné, je trouve, le plus de fil à retordre à Amosov. Très juste. Ce gars-là, c'est juste incroyable ce qu'il propose. Incroyable. Quant à son adversaire, le Costello, il a quand même battu Fabien Edwards il y a deux combats en arrière, donc qui fait le main event ce soir-là. Donc non, très solide affrontement. C'est une carte magnifique, rien à dire d'autre. On peut pas trop s'étendre parce qu'on a sélectionné que 3 combats et on a parlé des Français, mais très très grosse carte avec un niveau international exceptionnel et avec des chocs de franco-français avec des Français qu'on a envie de revoir depuis pas mal de temps et une carte hyper complète et hyper intéressante. Franchement, si vous habitez en région parisienne, il faut jeter dessus. Exactement. Et là, on en vient donc à notre main event à nous. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Instagram que le Nurmagomedov était sur place. À Paris et donc il sera présent dans les tribunes pour voir son futur adversaire et son futur adversaire, Mansour Barnaoui, je le dis d'avance, qui affronte Brent Primus. Et Brent Primus, les gars, alors je ne sais pas si je dis de bêtises, mais il a déjà été champion du Bellator. Très juste. On est d'accord. Ouais. Je ne me trompe pas quand je dis ça. Il a battu, je crois que c'est en battant Chandler qu'il a été champion du Bellator. C'est ça, exact. Et il repère derrière, mais il l'a battu. Voilà, le gars a battu Chandler parce que en fait, on est tellement tous, on connaît tellement tous le niveau de Barnaoui qu'on voit tous Barnaoui s'imposer de manière comme si c'était une évidence. Mais évidemment, je pense que Barnaoui va s'imposer et je reviendrai sur le pourquoi après. Mais je vous assure que c'est pas une évidence. On lui a mis un putain de client en face et lui aussi par rapport au premier combat qui était annoncé. Je ne sais pas s'il a gagné au change. Ah non, j'allais te dire la même chose. Sidney Outlaw, pour moi, c'était quand même beaucoup moins fort. Très sincèrement. Ouais, non, mais le premier combat Outlaw Barnaoui, franchement, tous, on se disait, bon, bah, demi-finale, c'est sûr, c'est Nurmagomedov Barnaoui, tu vois. Primus Barnaoui, pour ceux qui suivent un peu le MMA, attention, Primus, c'est solide. Primus, c'est un gars qui a perdu contre Mamedov, contre Chandler. Contre Shabili. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est un mec qui a battu Anderson, qui a aussi battu Chandler. C'est des mecs en grappling qui vont s'affronter, qui gagnent des Jack Shield. Je ne sais pas si vous savez qui est Jack Shield. Jack Shield, c'est un mec qui combattait en 77 kilos, qui est hyper balèze, en grappleur en plus qui bloque. C'est une sorte de grappleur qui bloque. Attention, c'est très, 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 très solide. Donc, j'ai hâte de voir ce combat. C'est un expert de la soumission. Je parle de Primus, un expert de la Sumito qui est pas mauvais en lutte, on peut le dire, qui est même bon en lutte et surtout qui est très costaud. Je le trouve, mais costaud. Et je pense que Barnaoui, jusqu'à présent, tous les adversaires qui lui ont posé problème, c'est des mecs un peu dans ce style, qui aimaient bien la lutte et qui avaient un sol pas trop mal. Kevin Lee, Makhachev, Gamrot, Buchinger, même si voilà, à chaque fois ça s'est joué de très peu, c'est quand même ce style-là qui pose des problèmes à Mansour Barnaoui. Et Brent Primus, il fait partie de cette typologie de combattant. Donc, ça ne va pas être un combat facile pour Barnaoui, mais je le vois s'imposer. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'il est chez lui, parce qu'il est en mission et parce que sa dernière sortie m'a tout simplement impressionné et parce que quand je regarde les stats de Barnaoui sur ses derniers combats, bah, c'est que des finishes. C'est quelqu'un qui s'est étranglé, c'est quelqu'un qui met KO, c'est quelqu'un qui est extrêmement dur au mal, c'est quelqu'un qui a 25 poumons et c'est quelqu'un qui a l'habitude des grands rendez-vous et qui ne les manque quasiment jamais. C'est quelqu'un qui n'a jamais connu la décision, qui n'a jamais connu la défaite autrement qu'à la décision. Et les 4 prénoms que je vous ai donnés, c'est Makhachev, Gamrot, Buchinger et Kevin Lee. Et Buchinger, c'est parce qu'il combattait à 66, qui n'est pas sa caté, et le régime avait été compliqué, etc. Makhachev,
On le sait, on était avec un arbitrage un peu maison. Et voilà. Donc, ouais, je te laisse rebondir pour la suite, mais voilà pourquoi je vois Mansour s'imposer, tout simplement parce qu'il est meilleur. Alors, direct, sans transition, moi, je te rejoins complètement sur le pronostic, mais je vais m'expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que quand on regarde, attention, Brent Primus, très, très, très mauvais match-up sur le papier, parce que, comme tu l'as très bien dit, je ne reviens pas dessus, énorme grappleur au niveau ceinture noire, mais une vraie ceinture noire, pas un mec qui a pris la ceinture noire comme ça, parce que ça faisait de la pub à l'académie. C'est un vrai black belt qui fait des combats de grappling, donc qui s'exerce dans ce style et qui est très fort. Moi, les deux combats que j'ai regardés et qui me font penser que Mansour va bien s'en sortir, c'est le combat contre Chabili et le combat contre Mamedov. Je pense quand même qu'il y a 5 cm en taille de plus pour Mansour et 11 cm en allonge. Je pense que quand même ça va être compliqué pour le style de Primus qui n'est pas un as du déplacement. On a vu contre Chabili qu'il ne prend pas les coups, en tout cas peut-être qu'on peut dire qu'il ne prend plus les coups aussi bien que ça, parce que contre Chandler il fait des guerres. Là contre Chabili il s'est vite fait toucher, il a vite été débordé par les frappes. Il y a la pause du Covid aussi. Je sais pour avoir poursuivi. Mansour, on ne se connaît pas plus que s'être croisé 3 fois, mais je le suis depuis bon nombre d'années, je pense, comme pas mal de spécialistes et d'analystes français. Et je sais qu'il a passé beaucoup de temps à Ten Planet, à Las Vegas, qu'il a beaucoup amélioré son sol et qu'il a en tout cas travaillé dessus. Et en plus, il était loin d'être déjà mauvais dans la discipline. Donc, j'ai écouté pas mal d'analyses. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'il est en danger, voire qu'il n'est pas favori. Alors, certains podcasts américains, certains même podcasts francophones, qui pensent que peut-être il va y avoir des limites au niveau de son sol. J'ai trouvé ça intéressant. Moi, après, quand je vois Mamedov, que je connais très bien, que j'ai vu combattre en live, il a pris Elias Giroun aussi, et que je vois que Mamedov a quand même réussi à neutraliser le jeu de Primus, même si c'était difficile, il s'impose en split, et franchement, elle peut pencher des deux côtés, la split. Et je pense quand même que Mansour, avec tous les éléments que je viens de citer, son passage au Ten Planet, le game plan qui a dû être étudié, même si on sait que Mansour, c'est pas il n'étudie pas les game plans. Lui, il va où le mec il est le plus fort et il le bat en général là où ce gars excelle. Il faudra être vigilant quand même. Je nuance un petit peu par rapport à ce que tu as dit, je le pense sincèrement. Je pense que là, si tu vas directement attaquer Primus au sol, ça peut être dangereux. Cela étant, il boxe très bien, il frappe très fort Mansour alors que ça ne se voit pas. Quand tu vois ce genre de physique longiligne, tu ne t'attends pas à la puissance de frappe qu'il peut dégager. Ça, quand tu t'en rends compte, c'est trop tard ou c'est le moment du combat. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il est étouffant dans son striking et qu'il va t'avoir à l'usure, mais non, il frappe très fort. Et ouais, c'est pour ces raisons que moi je mets Mansour et je suis même persuadé qu'il va finir le fight. Je suis persuadé qu'il finit le combat, peut-être pas rapidement. Il peut même peut-être subir et laisser un round, notamment le premier dans la balance. Mais ouais, je le vois s'imposer avec la manière. Et je pense que son sol, avec les progrès qu'il a dû faire en allant à telle planète et avec son entretien qui est sérieux, récurrent, et c'est un mec qui, oui, il part en vacances, oui, il profite, mais c'est un peu dans la même trempe qu'Azel Adjous. C'est des gens qui s'entraînent quotidiennement. C'est pour ça que tu ne peux pas parler de ring rust avec ces mecs-là. Il n'y a pas de rouille. Même s'il n'a pas combattu, le gars s'entraîne sérieusement. Ouais, tout le temps. Je suis assez d'accord avec toi. Après, on peut parler peut-être d'usure parce qu'il a quand même 38 ans. Il a quand même un sacré nombre de combats derrière lui. 32, non? Qu'est-ce que tu dis, toi? Primus. 38. Ah, Primus, pardon, je pensais pas le Mansour, autant pour moi. Oui, Primus, on peut parler d'usure. Complètement d'accord avec toi. Voilà. Après, la réalité, c'est qu'en face de lui, il a un os au sens propre du terme. C'est dur, c'est solide et on a l'impression que ça ressent rien, quoi. C'est pas fatigué un os. Tu vois ce que je veux dire? Mansour, c'est vraiment la définition même de l'os. Quand on dit putain, je suis tombé sur un os, c'est Mansour. C'est vraiment ça. Maintenant, encore une fois, je le dis, moi, je suis surpris. Alors, je ne sais pas si c'est du fait de la méconnaissance ou pas, du nombre de personnes qui sont tellement persuadées que Mansour va gagner. Évidemment, sincèrement, si je dois mettre un billet, je le mets, le billet sur Mansour, mais ce n'est pas 99-1%. Ce n'est pas PSG une division 2. Non, là, on a 2 combattants de ouf, qui ont l'habitude du haut niveau, je le répète. Brent Primus, c'est un mec qui avait déjà eu la ceinture. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que Brent Primus soit venu remplacer, ait été intégré dans le tournoi en remplacement et donc, du coup, les gens ne le trouvent pas légitime, mais c'est très solide. Je le redis, hein, c'est un gars qui a perdu qu'une seule fois avant la limite par un KO TKO. Sinon, c'était 2 défaites
à la décision. Et quand je vous dis les blasts contre qui il a perdu, c'est des blasts contre qui il a déjà gagné. Michael Chandler, il l'avait gagné, ensuite il a perdu. Bon, après, il perd contre Mamedov, t'en parlais, et Chabili. Mais c'est solide. Et voilà, je pense qu'on va avoir le Common Event. C'est pas pour rien qu'il est Common Event et c'est normal qu'il se situe derrière Moussassi Edwards. Mais ça avait clairement la place d'un Main Event. Et je le rappelle, ça sera un combat d'autant plus, je dirais, intéressant, c'est que le vainqueur de ce combat-là affrontera Nurmagomedov en demi-finale du champion, et donc potentiellement, et pour se qualifier en finale, aller chercher le chèque d'1 million et récupérer la ceinture des 70. Donc c'est incroyable. On a envie de le voir ce combat quand même, parce que Nurmagomedov qui vient à Paris, accompagné de Shamil Zafourov qui s'est fait mettre KO par Mansour sur la demi-finale ou le dernier tour du tournoi $1 million en Corée. J'imagine quand même, c'est-à-dire que le coach qui vient avec lui pour le entre guillemets l'épauler, il sait qu'il l'a mis KO, Mansour. Ouais. Psychologiquement, moi j'ai vraiment envie de voir ça. Et Makhachev qui dit Pascal, son combat le plus difficile a été Barnaoui. Et petit clin d'œil justement à Mansour Barnaoui. Là, je regarde moi derrière, j'ai la finale de la Ligue des, demi-finale Ligue des Champions match aller City Real de Madrid. C'est sur RMC Sport 1. Et là, c'est la mi-temps et ils ont mis l'événement de comment dirais-je pour vendredi et il y avait Mansour qui passait dessus. Et j'espère que ce genre de pub là qui intervient entre un match de demi-finale de Ligue des Champions va attirer et convertir beaucoup de fans de football dans le MMA, et parce que tous les combattants français qu'on a cités, je vous le dis, méritent un max de soutien. Et le soutien pour tous ceux qui nous regardent, parfois c'est juste un like. Je le dis franchement, allez liker la page de Manon Fiorot, j'en profite, mais allez liker la page de Sola, on en parle, d'Azaï Ladjoudj, de Sassou, de Camara, de Romain Debienne. Ça vous coûte rien et ça leur donne une force de ouf. Vous pouvez pas savoir aujourd'hui, pour les combattants, comment c'est important d'être suivi et d'avoir une communauté engagée. Vous pouvez pas suivre tout le monde. Peut-être que vous n'aimez pas tout le monde, mais ceux que vous appréciez ou qui vous régalent par leur performance, allez liker, ça coûte rien et je vous invite à le faire pour ces combattants. Rien d'autre à rajouter. Moi, voilà, vraiment hypé. Et ce combat, il va nous donner beaucoup de renseignements. Parce que s'il gère bien ce combat-là, Mansour, c'est riche d'enseignements pour ce tour qu'on attend tous contre Ousmane Nurmagomedov. Clairement, de toute manière, c'est l'un des garçons les plus en forme dans le MMA français, on le sait. Hein. Saladin Parnasse, Mansour Barnaoui. Je ne sais même pas si à l'heure actuelle, ce n'est pas celui qui a accompli le plus de choses dans le MMA. Je pense que c'est quand même lui qui a gagné le plus de choses. Il y a Cyril Gane, et forcément, parce qu'il a eu cette ceinture intérimaire de l'UFC ceinture, qui a eu la ceinture en France intérimaire de l'UFC? Personne. Donc, lui aussi en course. On a Manon Fiorot chez les féminines. C'est incroyable ce qu'elle est en train de faire. Elle est en passe d'aller chercher la ceinture. On a Nassour Imavov. Mais voilà, il fait partie de ce cercle très, très, très ferme. Derrière, on a des gars comme Abdul qui vont venir titiller tout ça, mais qui sont pour moi encore un cran en dessous. Parce qu'on ne peut pas comparer les performances quand on combat comme ça dans des orgas comme le M1, KSW, tout ça, qu'on va au Bellator, qu'on se met dans des tournois, etc. Enfin bref, c'est juste incroyable ce qu'il a fait. Et je vous invite vraiment encore une fois à aller suivre tous les gars dont on vous parle et donner de la force. Je propose de faire un petit point, mais ça sera court. Donc, mais c'est juste que comme ça passe un peu inaperçu, mais que la carte et le MMA français méritent de toute manière d'être mis en avant. Il y a le RS15 qui se déroule le jeudi, donc je le répète, c'est sur Paris, mais c'est une journée avant le Bellator. Si vous avez de l'argent, donnez de la force aux deux événements. Si vous n'en avez pas, vous pouvez leur donner de la force en regardant l'UFC Fight Pass. Enfin bref, vous trouverez une méthode de le faire. Et on va faire un petit point sur la carte. Je te laisse commencer. Tu choisis un combat et. Ouais. Alors là, je vais être au chauvin, mais du Sud. Hein. C'est pas une question de business, ni de management, ni d'affinité. Moi, j'ai envie de parler alors, pas du retour vraiment, parce que Vincent est déjà revenu à la compétition, mais voilà. Vincent Delguera, Nicolas Joksovic, hyper hypé par ce combat. Vraiment. Vincent revient dans une catégorie où je pense qu'il est très très fort, même s'il n'est pas très connu du grand public, parce qu'il a combattu très jeune et il y a très longtemps. Toi, je sais que tu le connais très bien, mais Vincent, c'est vraiment un pionnier du MMA, un garçon qui n'a jamais refusé aucun défi, qui est parti des fois dans des catés qui n'étaient pas la sienne, qui est parti
sans trop de préparation à certains combats. Donc il a effectivement beaucoup de défaites. Cela étant, là il est très bien préparé depuis qu'il s'entraîne avec Jean-Michel Froissart. Il est très sérieux dans ses préparations et j'espère qu'il va venger Emmanuel Dawa, puisque son adversaire avait battu Emmanuel lors du dernier Arès. Donc je pense que ça va être une très belle guerre qui va se passer essentiellement debout et que le public parisien va avoir un grand spectacle. Ouais, il fait partie de ces combattants qui ont plus de 50 combats référencés. Delgara, c'est juste incroyable. Je crois que Professeur X a le record en France. Et derrière, il doit y avoir Vincent Delgara. Je vois personne d'autre avec autant de combats, en tout cas. Il fait partie, malgré son jeune âge, des pionniers. On en parlait lors du dernier podcast, en tout cas de cette génération de 77 qui ont commencé assez tôt. Et lui, en tout cas, qui a dû commencer les combats alors qu'il avait 16 ans, quoi. C'est juste incroyable. C'est ça. En tout cas, évidemment, Team Delguera, Team Froissart. Et je reconnais aussi, tiens, gros clin d'œil à la Team Froissart à Marseille. Gros vivier de combattants, mais aussi un super travail de la part de celui qu'ils appellent Papy. Et donc, félicitations à lui. À chaque fois, on oublie un peu que le MMA, c'est pas que Paris. Et c'est important de citer les teams. Et aujourd'hui, il fait partie de l'une des plus grosses teams françaises, en tout cas, qui s'illustre à l'international et dont, pour laquelle tu as principalement la quasi-totalité en management des gars. Oui, très juste. Non, c'est ça. À part, franchement, je crois qu'à part Elias Giroun, qui s'entraîne aussi à Nice et à Marseille, mais principalement à Nice avec moi, tout le reste, on s'en occupe. Et pourquoi on s'en occupe? Parce qu'avec Jean-Mi, c'est carré. Les gars sont au poids, les gars sont préparés. Jean-Mi, l'écouter coacher, c'est une masterclass. Il a toujours les bons mots au bon moment et il adapte son coaching en fonction du gars qu'il a en face. Il fait partie vraiment des meilleurs coachs français, mais vraiment haut la main. Et on n'en parle pas assez, je trouve, de Jean-Michel. Exactement. Après, moi, mon combat brisqueur, mais en même temps un combat sur lequel je veux vraiment qu'on mette un coup de projecteur parce qu'il mérite d'être vu. Je vous assure que ça va être un beau combat. Mais c'est un brisqueur pour moi, je vous l'explique. Mustapha Haïda contre Abdelmoumen Msaat. Mustapha Haïda qui s'entraîne à la team à Roubaix. Abdelmoumen Msaat qui s'entraîne à la bonne école à Montpellier, dans la même team que Elias Messian. C'est deux amis, deux personnes que je connais très bien. C'est deux personnes que j'apprécie énormément et deux bons combattants. Donc voilà, je vous invite à regarder ce combat. Ça va être un beau combat. Mustapha Haïda, vous avez eu l'occasion de le voir s'illustrer à plusieurs reprises au Arès et vous savez à chaque fois, je vante aussi ses qualités et je le vois comme un futur dans la catégorie. Abdelmoumen, je vous en ai déjà parlé. C'est quelqu'un qui est surprenant, qui à tout moment peut finaliser un combat. C'est quelqu'un qui a des armes secrètes dans sa botte, qui maîtrise à la perfection des mouvements. Il faut se méfier de lui. Il paraît comme ça, parfois nonchalant, mais c'est quelqu'un qui peut vous surprendre et qui peut casser votre hype. Il a déjà battu des gars qui étaient bien mieux classés que lui. Donc, ça va être un combat vraiment intéressant à regarder. Je vous invite à le regarder. Pareil, allez leur donner de la force. C'est un peu une opposition nord-sud, là, pour le coup, entre Roubaix et Montpellier. Ah oui. On ne peut pas faire pire en termes de distance. Mais ça va être un magnifique combat. En tout cas, moi, je voulais mettre un coup de projecteur sur ce combat et je vous invite à aller le regarder. Ensuite, on a Kroll contre Badouev, on l'a vu, enfin on en avait déjà pas vaguement parlé. Voilà, je disais que Kroll, on le connaît maintenant, c'est quelqu'un qui encaisse beaucoup de coups et qui accepte de prendre beaucoup de coups. C'est dommage, il faut qu'il change son style. Il n'arrivera pas à durer dans le temps comme ça. Azilder Badouev, c'est l'étoile montante, il monte et il peut faire mal à 66 kilos. Je pense que c'est un gros test pour lui parce que Kroll, on le sait, c'est solide. C'est ingérable. Et justement, c'est un super bon test pour Badouev parce que s'il passe Kroll, ça lui ouvre quand même beaucoup de portes sur le futur. Et voilà, à lui de confirmer et à Kroll de montrer qu'il met peut-être un peu plus d'intelligence dans ses combats parce que sinon, il ne fera pas encore 10 combats en carrière et ça peut être dommageable pour la suite. Je ne sais pas si tu as un mot à dire. Non, pareil, je pense que c'est un combat qui risque d'aller au sol aussi, donc je suis curieux de voir. Je suis curieux, il y a une grosse opposition. Kroll, c'est très solide. Je pense qu'il ne faut pas faire la guerre avec lui, même si au bout d'un moment, comme tu le dis très bien, trop de guerre, ça peut user le capital santé et tu peux être impacté par cela. Mais c'est un combat qui risque de partir dans tous les sens, notamment au sol. Donc, hâte de voir ça. Et il va nous donner effectivement pas mal d'informations sur
le futur, en tout cas le futur à court terme de Silver qui avait fait déjà forte impression au Arès. Ouais, il est pas mal. Moi, il me surprend, je l'aime bien. En plus, il est agressif. Après, il n'a pas eu les adversaires du tueur à gage. Mais là, ça va commencer à être solide. Donc, hâte de voir. Enfin, moi, mon dernier à moi, après toi, tu en auras peut-être un autre. Jordan Zebo contre Mickaël Marisardi. Alors, ce combat-là, je vous invite aussi à le regarder. Jordan Zebo, c'est l'étoile montante du Ares, pur produit du Factory, pure construction au Ares, très solide, excellent lutteur, physique redoutable. Vous le voyez, vous n'avez pas envie de monter dans la cage. On dirait vraiment un gladiateur, il est tracé comme never. Mais en face de lui, c'est quelqu'un de solide. On l'a vu une fois au Ares, c'était contre Bessangour, donc c'était pas un cadeau. Là encore, c'est pas un cadeau qu'on lui fait, mais c'est pas le niveau de Bessangour. Jordan Zebo, c'est quand même pas Bessangour. Et attention à Mickaël Marisardi. Personnellement, je vois bien Mickaël Marisardi s'imposer sur ce combat. D'une, parce qu'il a une super boxe anglaise. On ne l'a pas vu s'exprimer encore, mais il a une super belle boxe anglaise. Et deux, au sol, il est très solide. C'est-à-dire que même si Jordan Zebo amène le combat au sol, attention à ne pas se faire soumettre. Attention à la guillotine, attention. Parce que Marisardi, c'est quand même solide physiquement. C'est plutôt un bon cardio. C'est quelqu'un qui s'entraîne sérieusement. C'est quelqu'un qui a préparé ce combat sérieusement. C'est un combat qui a dû se faire déjà à 2 reprises, qui a été annulé, je crois, à 2 reprises. Donc, on les attend un peu tous les deux au tournant, entre guillemets, et j'ai hâte de voir ce combat. Ouais, moi, tu sais que les constructions de carrière comme ça, avec de l'IMAF pour démarrer, je valide et j'en suis même, et je trouve que c'est même trop rare encore. J'en vois pas assez des constructions de carrière comme ça. Donc, je connais mieux Jordan parce que j'ai pu le coacher aux IMAF. Mais moi, j'avais trouvé Marisardi solide face à Baïsangour. Je pense qu'effectivement, le jeu de Baïsangour avait totalement annulé celui de Mickaël. Et là, attention, parce que c'est vrai, comme tu le dis, que Jordan, il a laissé plus d'espace lors de son dernier combat. Il était un peu plus impacté physiquement. Et il va falloir gérer ce combat d'une autre façon, sinon il peut y avoir des difficultés, en tout cas, et voire même perdre un round, voire peut-être même plus. Donc là, il faudrait être plus sérieux dans le combat que la dernière fois. Il avait paru un peu fatigué. J'étais en bas de la cage, moi, quand il a fait son dernier combat. Ouais. Exactement. Et j'ai le même souvenir. Et après, il n'y a qu'une fois qu'on a l'adversaire dans les mains qu'on sait si c'est vraiment dur ou pas. Mais l'opposition, moi, je ne la trouvais pas extrêmement difficile, le Brésilien qu'on lui avait mis en face de lui. Mais après, on peut se tromper. Je ne l'ai pas eu dans les mains, donc je ne peux pas vous dire. Mais par son palmarès et par le physique que Caleb Nascimento avait, je n'avais pas l'impression que ce soit vraiment un bourbier, quoi. Je pensais que c'était plus un combat dans lequel il aurait dû s'exprimer plus aisément et j'ai pas l'impression qu'il a réussi à trouver ses marques aussi facilement que ça. Non, après, quand même, Jordan, c'est un bosseur. C'est vrai que les positions en fait, moi, ce qui m'a impacté au dernier combat, c'est que ces takedowns étaient très bien timés, très en force quand même, mais très bien timés. Et c'était par contre ce qui faisait du takedown, les positions, les contrôles qu'il avait au sol qui étaient un peu plus aléatoires. Il s'est quand même passé bien 3 ou 4 mois depuis ce combat. Donc, je sais que Jordan s'entraîne dur. Donc, on verra les progrès qu'il a également su faire dans ces secteurs et de quelle façon il pourra gérer ce secteur-là. C'est surtout, voilà, c'est les contrôles après takedown. Je trouve qu'il avait fait un petit peu défaut lors de ce dernier combat. On verra s'il a rectifié le tir et s'il a bossé là-dessus. Je te laisse peut-être sélectionner un combat, notamment un. Je pense que tu vas. Alors, franchement, je vais sélectionner bien sûr Christopher, même si je suis très fan d'Ibra Mané depuis la télé-réalité en Afrique du Sud qu'il avait fait juste avant Manon. Je vais sélectionner Christopher. Pourquoi? Parce que l'opposition d'Ibra contre Suarez me paraît un poil déséquilibré, effectivement. Suarez, il est usé par. Mais attention, ça reste un solide prospect, mais c'est usé. Donc, ouais, Christopher Jacquelin, Félix Klinkhammer. Oui, vas-y. Et c'est de la même manière pour Amin Ayoub. Amin Ayoub, c'est un combattant que j'adore voir combattre. C'est un combattant très fort qui, à un moment donné, même, je pensais vraiment qu'il allait aller à l'UFC. Puis, malheureusement, il a connu des revers en carrière parce que, voilà. Mais comment dire, Amin Ayoub à la Mansour, c'est vraiment quelqu'un que je ne vois pas pouvoir performer. Enfin, je ne le vois pas pouvoir mettre en difficulté Amin Ayoub et c'est tout simplement pour ça que je ne les ai pas sélectionnés, ces combats. C'est parce que pour moi, il y a un vrai déséquilibre. Mais évidemment, ça va être des beaux combats. Évidemment, on est derrière Amin Ayoub. Évidemment, on est derrière Ibrahim Mané. Mais tout comme ton analyse, je trouve que les combats sont légèrement déséquilibrés. C'est ça. Je pense que c'est
Après, à noter quand même qu'Amine, il monte à 77 kilos ce coup-ci, donc au lieu de voir ce que ça va donner. Cela étant, ouais, Jacqueline, Klinkhammer, pourquoi? Parce que Klinkhammer, c'est très solide, je pense qu'il fait peur à beaucoup de gens, il est invaincu, il a 8-0, il a montré des très bons déplacements, une lutte agressive et un sol de très très haut niveau avec le sol MMA, avec des frappes et des contrôles. Mais voilà, Christopher, après avoir fait la ceinture du Cage Warrior, ça date maintenant, hein, c'est en 2016, et avoir débuté sa carrière en 2011 avec moi, a décidé de faire un retour. C'est un retour sérieux. Il a d'abord été sélectionné en équipe de France militaire. Il a repris ses marques là-dessus. Il a fait une vraie prépa. C'est ses débuts à 77 kilos et il est très grand pour la KT et il est très costaud également. Voilà, Christopher. Victoire Obama contre Chris Fields, ceinture du Cage Warrior. C'est solide en expérience, il a pas mal d'années devant lui. Alors, la plupart des gens qui vont nous écouter ne le connaissent pas parce que son dernier combat, ça date de 2016 ou 2017. Mais je pense que ça risque de faire une très belle opposition, en tout cas avec un client très sérieux. Et si Klinkhammer s'imposait, c'est quasiment sûr qu'il ira à la ceinture, je pense, compte tenu du rush qu'il a fait au RS. Donc, pourquoi pas Christopher créer la surprise et venir mettre son grain de sel là-dedans, moi j'y crois fortement. Bah, en tout cas, voilà, après sur papier, je te cache pas que moi, voilà, je t'avais dit un peu ce qu'il en était. Je voyais Klinkhammer, moi je l'avais déjà dit à Lopez une fois, que je le voyais comme un futur prétendant à la ceinture. Mais c'est voire même le prétendant le plus apte à disputer la ceinture. C'est juste que comme il a moins de 10 combats, c'est difficile de le placer en Elite 2 et donc difficile de le matcher. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'il recombatte. Mais Klinkhammer, c'est un putain de client. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je le trouve très solide. La manière dont il s'était débarrassé de Wissem à l'époque, ça m'avait surpris parce que je connais le talent de Wissem. Donc, il avait gagné aussi Karim Rabek, qui est pas mauvais sur une clé de genou au premier round. Il s'était imposé à l'octagone. Enfin, c'est quelqu'un de solide. Voilà, c'est quelqu'un de très solide. Christopher Jacqueline, je le connais moins. Et puis, son absence n'a pas fait. C'est quelqu'un qui est absent de la cage depuis 6 ans. Donc, toi, tu connais mieux que nous son état de forme. Mais voilà, on a hâte de voir. Et en tout cas, tous derrière lui, évidemment, pour ce combat, puisque c'est un Français, je le rappelle, qui affronte un Allemand. Donc, tous derrière Christopher Jacqueline pour ce RS 15. De toute façon, c'est pas la première analyse qu'on fait, toi et moi. Et quand un mec invaincu qui a 8-0, qui est sur une série de win streak, prend un mec qui n'a pas combattu depuis 5-6 ans, il est bien évident que Félix est favori. Et ça, il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais combat à regarder parce que Christopher, il vient pas juste faire monter ses réseaux sociaux. Il s'est préparé très sérieusement. Et puis, il lâche rien, lui, dans la cage. Donc, ça risque de faire une très, très belle opposition. Après, de manière générale, on le dit souvent, moi je le dis en tout cas avec le AB, quand il y a un gars de la team de Aldric qui vient, en général, c'est qu'il est prêt ou qu'il y a moyen. Et pour être archi honnête avec toi, la seule fois où j'avais senti que ça allait être compliqué, même si tu espérais mieux, etc., c'était quand ton gars avait affronté un gars à toi, affronté un Anglais. Et j'avais vu sur papier que c'était déséquilibré et je voyais pas comment il allait pouvoir s'en sortir et malheureusement il s'en était pas sorti. C'était ORS? Non, c'était à l'Hexagone. C'était Miguel Haro. Miguel Haro contre Dean Garnett. Ouais. Et franchement, tu sais, bon après voilà, moi sur papier, je me suis dit mais ça va être dur quoi, parce que Dean Garnett, moi c'est peut-être celui qui me tu vois, c'est vraiment dur. C'est très dur. Après, mais tu as raison sur ce. Après, vraiment, Miguel n'a pas eu de cuisse, c'était vraiment préparé dur. Je peux te dire que il y a des gens quand même qui n'ont pas fait la carrière qu'ils méritent. Je ne vais pas faire un podcast là-dessus, hein, vraiment en 10 secondes. Et Miguel, d'ailleurs, il se réentraîne, il va revenir, je pense, entre juin et juillet. Et il a beaucoup de talent, mais des fois, quand ça ne veut pas, tu sais, il y a un déclic. Alors, Miguel est jeune encore, mais de rien, il a même pas, à peine 30 ans. Mais c'est vrai que lui, quand même, il jouit vraiment de malchance depuis 4-5 années. Et sur le papier, ça pouvait être déséquilibré parce que Garnett, c'est une balle. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais, c'est un tueur. Dean Garnett, franchement, c'est un tueur. Mais après, pour rejoindre ce que tu dis, de toute manière, c'est comme ça, hein, le sport. Hein. Il y a une part il y a les champions des fois à la salle et puis en combat, on n'arrive pas. Et c'est comme ça.
Peut-être un petit mot quand même sur le Ah oui. vraiment un petit mot. Ouais. Demarté Peña contre Mehdi Saadi. Demarté Peña qui a une seule défaite en carrière et c'est face à Taylor Lapillus, qui a battu Mustafa Aida à la décision unanime, qui a battu Elias Boudezdam à la décision unanime. En fait, sur ces 3 derniers combats, il a affronté les 3 meilleurs Français. Elias, Mustafa Aida et Taylor Lapillus. Seul Taylor a réussi à prendre le dessus sur lui au premier round. Peña, il est d'une intelligence redoutable en combat. Tu vois, je ne le reconnaissais pas ça. Et en fait, c'est quelqu'un d'hyper intelligent, de très fort physiquement, de très très fort physiquement. Et putain, il a du cœur. Il va aller en enfer s'il le faut, mais il va donner son dernier souffle dans la cage. Et face à lui, on a Mehdi Sadi. Mehdi Sadi, c'est quelqu'un de nouveau. Hein. Il est neuf dans le MMA. Après, il a montré une belle chose face à Léopold Goy. Point d'interrogation sur est-ce que c'est suffisant pour aller chercher la ceinture ORS. Je mets des réserves là-dessus. Alors, alors moi, je connais vraiment bien Damarté, puisque Manon, on en parlait juste avant en parlant de Ibrahim Mané. Manon, elle a été en Afrique du Sud et en fait, son gym, il est là-bas. Il s'entraîne là-bas, Damarté, en Afrique du Sud, aux côtés de Themba Gorimbo, qui est sur une défaite à l'UFC, mais qui vient de signer. C'est des mecs à la John Jones, tu vois, qui regardent les vidéos, qui font beaucoup d'analyses. C'est vraiment des tacticiens du MMA, que ce soit Damarté ou que ce soit Themba. Ils étudient, ils passent leur journée à ça, ils font que du coaching. Damarté, aujourd'hui, il fait du coaching et il s'entraîne de 8h le matin à 20h le soir dans un gym qui se situe non loin de Johannesburg, côté d'une galerie marchande où ils sont au premier étage. Et c'est des bosseurs. Effectivement, Taylor s'en est sorti brillamment, mais parce que c'est Taylor, il n'y en a pas 40 des Taylor Lapillus capable de mettre le genou au bon moment et de toucher, mais c'est très solide. Alors Mehdi, c'est un Niçois à la base, que je connaissais pas du tout quand il était à Nice. Et en fait, là, j'ai sympathisé avec lui il y a peu de temps parce qu'il est maintenant à Abu Dhabi. Il s'entraîne dans le gym de Jores Di, qui vient de prendre la ceinture à Warrior Africa. Jores, qui a un peu le profil de Damarté. Alors moi, je vais nuancer ça quand même, sans manquer de respect à Jores, en moins fort. Je pense quand même que Jores, même s'il est... et il risque de nous entendre parce qu'il est francophone, alors Jores ne m'en veut pas, tu es un très grand champion. Mais je pense que Damarté, d'ailleurs, s'il gagne Juarez, je pense qu'il va signer au UFC, parce qu'il y a quand même beaucoup de combattants africains qui sont intéressés en ce moment. Et ouais, c'est très très solide. N'est pas Taylor Lapillus qui veut, et c'est ultra solide. Je pense que ça va être très difficile. Mais après, pourquoi pas sur une analyse de game plan. Moi, je pense que c'est très solide, polyvalent, durable. Et de toi, je pense que là, je parle de Sadi contre Peña. Ouais. Vraiment un combat spécifique. Je pense que la meilleure façon pour Sadi de gagner le combat, c'est qu'il ne dure pas dans le temps, le combat. Voilà, pour moi, tu vois, tu parlais d'analyse technique. Non, en fait, pour le coup, il va falloir qu'il vienne bousculer ça, justement. Il va falloir qu'il vienne avec un style qu'il n'a pas forcément adapté, ou une agressivité, ou un peu le côté, genre, je viens pour finir, si je ne finis pas au deuxième round, je suis un homme mort. Tu vois, je pense que c'est comme ça qu'il doit aborder le combat, parce que en face de lui, c'est un putain de diesel, et c'est un mec, je te dis, moi, là où il m'a le plus impressionné, c'est je connais les talents d'Elias, franchement, hein, c'est pas parce que c'est un mec que j'apprécie. Je connais son niveau, je connais sa capacité à venir te soumettre jusqu'à la dernière minute s'il le faut, je connais sa force, je connais sa puissance. Et c'est là que j'ai vu que Peña, putain, il est redoutable. Il est redoutable. Et ce qui m'a mené en bateau aussi, c'est peut-être la facilité avec laquelle Taylor s'était débarrassé de lui. C'est-à-dire que c'est paru tellement simple pour Taylor qu'on s'est dit, bah, le Peña qui revient après s'être fait prendre en flagrant délit de dopage 3 ans après, etc., c'est plus le même Peña, c'est un Peña qui finit. On a vu Peña aussi archi essoufflé face à Mustafa Aida en fin de 3e round. Donc on s'est dit, ouais, Peña, il n'a jamais la caisse pour tenir 5 rounds. Et derrière, il tire une masterclass face à Elias, quoi. C'est incroyable. Non, ouais, moi je souhaite vraiment de tout cœur à Mehdi de s'imposer, mais je pense que il y a la probabilité, elle est plutôt de 60-40, voire 65-35, et je pense qu'on reverra, en cas de victoire, on va revoir Damarté au UFC très rapidement. Et surtout que Peña, il a montré un truc, c'est qu'il s'en bat les couilles. Hein. Il peut se faire siffler 5x5. Lui, son but, c'est de gagner le combat. et il s'en fout royal du spectacle.
Ah, c'est une belle mission pour Mehdi. C'est une belle mission. Ah ouais, À bah, voir ce qu'il clairement, va nous sortir. il a rien à perdre. Il a 5-1, il vient de débuter, clairement. Enfin, il vient de débuter, c'est pas un manque de respect ce que je dis. Ce que je veux dire, sa carrière débute, on lui propose une ceinture du ARS. Il affronte un mec, s'il le gagne, il limite demain, il peut signer à l'UFC. Enfin, on n'est pas à l'abri qu'il signe à l'UFC. Voilà, c'est clairement ça. Pour Mehdi, tout est à apprendre et je pense que c'est comme ça qu'il doit aborder ce combat. C'est ne rien avoir à regretter en tout cas. Il faut surtout pas qu'il se mette de barrières psychologiques ou autres. Il faut vraiment qu'il tente le maximum de choses. Entièrement d'accord avec toi. Donc, en tout cas, Aldric, merci beaucoup. Sur ce podcast, on le rappelle, si on est deux, c'est de ma faute en partie puisque je suis arrivé en retard. J'ai pas pu faire le podcast hier soir et AB est trop occupé à faire le cutting de Ibra et Asia Miri que vous allez voir s'illustrer au RS15 dont on a fait la présentation. C'est jeudi soir. Vendredi, les gars, max de soutien aussi pour le Bellator. C'est une grosse semaine pour le MMA français. Je serai aux commandes à Valence pour un événement de MMA le samedi. Donc, franchement, MMA 100% cette semaine. Tous derrière les combattants français. Le MMA bouge et c'est en partie grâce à vous. Donnez de la force, allez follow. Ceux qui ne follow pas encore la team Aldric, allez la follow le boxing. Squad. Il n'y a pas Nice, justement, c'est Boxing Squad ou Boxing C'est ça, Nice? Boxing Squad. Ok. Boxing Squad, Manon Fioro, Axel Sola, son combattant Christopher qui combat sur Jacqueline. puis tous les autres combattants qu'on a cités, Amin Ayoub, Ibrahim Mané, Mehdi Saadi, Jordan Zebo, Michael Sardi, Vincent Delguera, Mustafa Eda, Abdelmoumen Messat, Asia Miri, Kroll, Badouef. Voilà, likez ceux que vous aimez. À la rigueur, ne likez pas ceux que vous aimez pas, mais voilà, restez courtois, c'est que du sport. Et merci à vous de nous suivre, les gars. Merci à vous. À bientôt. Ciao, ciao.